direct de l'UBU avec Philippe Poisse, président par intérim de l'ASFAR, l'association qui défend le patrimoine, anciennement dirigée par Jean-Bernard Maton, mais devrais-je dire déjà ex-président par intérim, puisque tu vas démissionner. Bah oui, donc tu as la nouvelle en avant-première, vu que j'ai complètement zappé d'envoyer l'information à tout le conseil d'administration. Tu es un président de mauvaise qualité, c'est pas du tout être numéro 1 n'est pas du tout dans mes... Contrairement à l'UAP, comme on disait à l'époque, voilà, hein. Tu n'assures pas tant que ça. Voilà. Donc je préfère les postes un peu plus techniques et plus spécialisés, pas forcément subalternes, mais bon, voilà. Donc c'est vrai, j'ai fait le constat de clairement je ne suis pas apte pour gérer l'ASPAR, notamment avec les missions qu'on a en ce moment. On continue toujours de lutter contre le théâtre. Il y a une décision de justice qui ne va pas en notre faveur. Lutter contre le théâtre. Enfin, pour la défense du théâtre. Pour la défense du théâtre. On lutte contre l'amphithéâtre et voilà. pour le théâtre. Voilà. L'ASPAR, on a eu une décision de justice qui ne va pas en notre faveur, avec une pratique que j'estime à titre personnel fascisante de la part de la mairie, qui est de demander systématiquement des 1500 € aux associations qui font des recours administratifs contre ces projets, sachant que les associations qui font ce type de recours n'ont pas d'argent, n'ont pas de modèle économique, sont des associations militantes qui sont dans la lutte pour l'amélioration de la ville de Perpignan. Donc la mairie table là-dessus pour simplement expliquer aux gens que ça va vous coûter beaucoup d'argent, sachant que si on veut aller en appel, l'ASPAR n'a pas décidé d'interjeter l'appel ou pas pour l'instant, ouais. Les frais de justice s'élèvent à minimum 4000 €. C'est ce qu'appelle Mélenchon appelle la lawfare. Voilà, c'est exact. Ce principe il est là, et la mairie de Perpignan a cette pratique de façon systématique. Elle demande de façon systématique aux associations en face donc de payer des frais de justice, et la mairie de Perpignan n'attaque jamais pour procédure abusive. Or, elle pourrait tout à fait ne rien demander sur les frais de justice, parce que après tout, le recours administratif fait partie des possibilités juridiques qu'on a en démocratie. La France reste un état de droit, même si c'est vrai qu'à Perpignan on peut se poser quelques questions. Non, la France est un... mais Perpignan n'est pas en France. Alors. Ouais. C'est comme le Valois-Perret. Oui, c'est un peu ça, ouais. Donc on fera peut-être un appel aux dons, hein, comme voilà. Sauf que nous, on est un peu plus sérieux que ce brave Patrick. Non, clairement, la ville de Perpignan pourrait se contenter d'attaquer pour procédure abusive, notamment parce que c'est vrai qu'on peut tout à fait imaginer que des associations décident de faire de l'obstruction judiciaire en attaquant de façon systématique. Donc ça, cette pratique, personnellement, c'est vrai que je l'estime fascisante. Donc on a ça. On a toujours le recours qui est en cours sur la révision du secteur sauvegardé, où on attend une réponse officielle pour dernier délai le 16 novembre. À partir du 16 novembre, alors, quelle que soit la réponse du ministère, parce que le ministère de la Culture a été saisi par l'ASPAR pour une annulation partielle de la révision du secteur sauvegardé de Perpignan. Donc la réponse doit être fournie avant le 16 novembre, ce sont les délais légaux. À partir de là, l'ASPAR aura un délai de 2 mois pour faire un recours auprès du tribunal administratif. Sauf si on avait une réponse dans laquelle le ministère nous donnait raison. Parce qu'il faut bien, comme on l'a sur des bâtiments qui sont déclassés pour pouvoir être saccagés, comme la Bourse du Travail qui va être fortement abîmée. On fait sauter les planchers, il y aura 2 ascenseurs. Oui, voilà. Là-dessus. On a l'école Roland qui aurait des plafonds peints et qui devraient disparaître. On a toute une série de bâtiments. On a des rue Côte-Saint-Sauveur, on a des bâtiments qui pourraient être démolis. D'ailleurs, c'est le panneau qui est à côté qui montre ça. Avec les 4 piliers de béton qui... Voilà, c'est quelque chose là-dessus. Pour un projet qui n'a ni queue ni tête, on nous dit on va mettre 2000 étudiants et salariés de la fac en centre-ville. Comment ils vont être intégrés socio-économiquement dans le quartier.
ils vont venir, ils vont venir le matin, ils vont être en cours, ils vont repartir. Oui, parce que les étudiants, on leur répète, 3 € à un repas, c'est déjà trop cher, quoi. Voilà, donc c'est... Et de toute manière, avec en plus, quand on regarde l'intégralité du projet, une partie des aménagements sont complètement délirants, vu qu'on aménage des bâtiments suivant des axes de circulation très clairs, notamment l'axe qui va donc du campus Mailly jusqu'à la place République, vu que l'amphithéâtre devrait être place République. Or, les investissements à terme de développement économique se font sur d'autres axes. Donc, il y a une incohérence, c'est-à-dire qu'on demande aux étudiants de se déplacer sur un axe, mais il faudrait par contre que les entreprises qui vont se développer grâce aux étudiants soient sur d'autres axes de circulation. Donc il y a une contradiction. Il y a une contradiction et on a... faut savoir, aujourd'hui, il n'y a, concernant la rénovation urbaine à Saint-Jacques, il n'y a aucune étude sociologique, aucune étude économique. Tout est fait à la petite semaine, on apprend les informations par la presse. J'étais ce matin sur une réunion en préfecture où j'ai eu l'occasion de toucher quelques mots là-dessus. C'est une réunion concernant la politique de la ville. Même eux, à la préfecture, ils découvrent des choses. Ils ne sont pas au courant, enfin il y a des tas de problèmes. Donc on est dans une situation sur le PSMV où on sait très bien qu'il y a 130 millions d'euros. Et l'argent ira principalement à financer des bulldozers. Oui, alors c'est ce que j'expliquais dans un article il n'y a pas longtemps à propos du panneau, c'est que l'argent ne va qu'au BTP finalement. C'est-à-dire, on a aussi, c'est une lutte qui n'a pas vraiment commencé de l'ASPAR sur l'ancien hôpital militaire à Amélie-les-Bains. Oui. Alors, il s'avère qu'il y a eu une histoire d'escroquerie concernant notamment des footballeurs professionnels. On a quand même eu 2 pages dans l'équipe il y a 1 an ou 2 là-dessus. On retrouvera avec... On mettra à disposition. Voilà, là-dessus, c'est-à-dire qu'en fait, des gens qui ont monté une sorte de fonds de placement, d'investissement immobilier, utilisant toute une série de systèmes d'exonération fiscale pour investir dans le patrimoine, ont fait des levées de fonds avec notamment, principalement des sportifs professionnels, qui sont des gens qui ont des grosses rentrées d'argent pendant une période très très courte, souvent de 4-5 ans, pas plus. Donc ils ont une tendance ils ont en fait un taux d'épargne extrêmement élevé et sur des sommes assez conséquentes. Ces investisseurs ont travaillé avec la mairie d'Amélie-les-Bains pour faire quelque chose et investir quelques millions d'euros de fonds privés à l'hôpital. Évidemment, ce sont des escrocs. Je crois qu'il y a eu une condamnation de l'un d'entre eux en première instance. Comme je lis l'équipe que de temps en temps, je n'ai pas tous les détails. Je ne regarde que les pages football. Voilà. Et donc le maire d'Amélie-les-Bains, qu'on ne citera pas, qui semble-t-il a un bilan hors de ça catastrophique. Oui, à tel point que Marie Costa se présente en face de lui, c'est dire jusqu'où ça peut aller. Voilà, a tout simplement déclaré du fait qu'il n'y a plus les millions d'euros là-dessus, que la chaîne thermale du Soleil ou d'autres ne veulent pas investir, que c'est pas grave, on déclasse, c'est un bâtiment classé monument historique. On le déclasse, on le rase, on vend le terrain à un lotisseur. Voilà, donc cadeau. Voilà, et il a fait voter ça, il a fait voter la demande en conseil municipal. C'est quand même... C'est symptomatique de l'état de la défense du patrimoine dans le département. Donc on fait le parallèle avec Perpignan, puisque c'est de là qu'on est parti. En gros, avant, il y avait des lois de défense du patrimoine qui se tenaient, et maintenant, les maires font un peu n'importe quoi. Alors, et c'est d'autant plus rigolo que le journal de la mairie titre sur la défense du patrimoine. Après, oui. Il s'en défend du patrimoine. Alors, non. Alors, n'oublions pas que Jean-Marc Pujol est fiscaliste. C'est son métier. A priori, il a l'air d'être compétent là-dedans. Oui. Et que donc, il défend le patrimoine, condition qu'il soit financier et boursier. Voilà. Quand il est architecte. Oui, quand il dit qu'il a des valeurs, c'est pareil. Voilà, ce sont il a des SICAV, des choses comme ça. Il a un PEA. Voilà. Tant mieux pour lui. Clairement, ils ont une vision de toute manière de la culture et du patrimoine qui est très élitiste. On le voit avec le musée Rigaud, et ils sont rentrés dans quelque chose Non, ils ont un rapport à la culture qui est le même que celui de l'API. C'est tout ce qui brille. Voilà. Mais ils sont rentrés de plus dans une démarche de métropolisation, c'est-à-dire que
tous les équipements doivent permettre de rentrer dans une concurrence internationale avec une série de grandes villes. Perpignan doit être sur la carte de la Méditerranée. Oui, bien sûr. Sauf que quand on a en face de soi des villes comme en millions d'habitants, genre Barcelone, même Marseille qui a fait des choses, Naples, Rome, Athènes, ainsi de suite. Oui, non, mais on peut pas rentrer dans ce... On peut pas rentrer en concurrence avec des villes qui existent depuis des milliers d'années et qui ont eu une gloire, qui ont eu lieu et à leur sommet. Et donc là, Perpignan, même à son sommet, n'était pas la gloire d'Athènes, à la gloire de Naples, qui était la capitale d'un royaume indépendant. Qui a été longtemps, Barcelone, enfin je vais pas... On va pas faire l'histoire de la Méditerranée. Mais... C'est dur de faire une course quand en face de soi on a des athlètes dopés, que soi-même on est en fauteuil roulant. Voilà. Ouais. C'est pas une concurrence libre et non faussée, quoi. Ouais, bah, on fait de très bons fauteuils roulants électriques maintenant. Non, mais là, mettre un gros moteur. Mais là, avec une difficulté, c'est que les chiffres, j'ai regardé, la mairie a publié, ou c'était une interview, je sais plus, les chiffres dans l'exposition Mayol-Rodin, là. Ouais. 58 000 visiteurs, je crois, enfin, quelque chose comme ça. C'est moins que les années précédentes. Ils n'ont pas payé autant de pubs à coût de 100 000 euros dans la presse nationale non plus. Voilà, oui, mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. Donc, à partir du moment où on refuse de travailler avec les acteurs locaux, dont certains sont capables de travailler à l'international aussi, il n'y a pas que des gens qui sont dans du vraiment perpignano-perpignanais. On n'a pas cette vision de travail à l'international, on n'a pas cette vision de faire des coopérations, on est dans une concurrence carnassière. Donc on est sûr de se faire... Pour une souris d'être dans une concurrence carnassière, je trouve ça un peu audacieux. Oui, c'est ça, c'est le problème, c'est des petits chatons qui veulent aller se battre avec des tigres. Voilà, bon, sauf que bon, la concurrence a un minimum de moyens pour pouvoir être en compétition. Ouais. C'est-à-dire que Perpignan, c'est une petite ville, c'est la 30e ville de France. Ouais. Ce qui est pas... il n'y a pas de honte, hein. Oui, on est juste à la même taille que Amiens, donc c'est ça qui est gênant. Non, ne dis pas du mal d'Amiens. Amiens est bien au-dessus pour la même taille, pour ta gouverne. Ouais. Je dis pas ça parce que j'y suis né, mais quand même. C'est joli, c'est sympa la nuit, il faut aussi... Non, alors déjà, t'as pas vu la cathédrale, alors... Si, j'ai vu la cathédrale de nuit avec les éclairages. Voilà. Ici. Il n'y a pas que ça. Allez, enchaîne. Voilà. Non, mais on peut pas aujourd'hui sur la culture, sur l'économie, vouloir entrer dans ce phénomène de métropolisation. Et Amiens est capitale de région déjà. Était. Ah oui, c'est vrai. Haute-France maintenant. Ça a été annexé par la Hollandie. Ouais. Non, on peut pas rentrer dans une concurrence internationale de métropolisation sans avoir d'idées, sans avoir de gens compétents, sans réfléchir à des partenariats avec des villes de taille similaire ou des choses comme ça. On a une improvisation totale aujourd'hui. On a des gens qui, finalement, le patrimoine, la culture, mais même le développement socio-économique ne les intéresse pas. La création d'entreprises, il n'y a rien en création d'entreprise. Il avait dit quand même, dans son interview, sur ce même fauteuil, tu sais que tu poses ton cul là où il a posé le sien, qu'il avait fait venir des entreprises de Catalogne. Après, c'était un peu plus fouillis quand tu as me donné précisément le nom, mais... mais il y a toujours on fait toujours venir... En fait, il faut bien comprendre que les entreprises, parce qu'à la base, moi, mon métier, ça reste la communication institutionnelle. J'ai fait du conseil d'accompagnement. Bon, c'était plutôt des TPE, mais au final, en rencontrant les acteurs locaux, les entreprises cherchent toujours à minimiser leurs dépenses, donc elles sont prêtes à déplacer certains services lorsqu'elles ont des possibilités foncières. On pourra même les mettre à Perpignan, qui coûte peu cher par rapport à Paris. Si on avait un train pour aller sur Paris aussi. Ah de suite. Ouais, mais c'est pas de notre faute, il y a eu une coulée de boue. C'est vrai que c'était dans un département du Nord, donc c'est vrai que c'est passé Salses, c'est le Nord. Je rappelle pour ceux qui sont pas bons en géographie. Non, on a vraiment aujourd'hui c'est ce qu'on voit quand on a des dirigeants qui sont hors sol à côté de la plaque et qui sont sans doute aussi assez mal entourés. Et qui se retrouvent, moi je lis de temps en temps les revues, comme les magazines dédiés aux élus locaux, comme la Gazette des Communes. La Gazette des Communes. C'est un discours qui est complètement aberrant, où on va aller vendre de l'international à des villes de 15 000 habitants.
Voilà, bon, alors, à moins d'être collé sur une frontière et mécaniquement de faire d'international, parce que les mecs qui sont à 15 mètres de l'autre côté du cours d'eau, ils sont dans le pays d'en face, c'est juste pas possible. On a vraiment toute une logique ici d'élus qui, de toute manière, droite et gauche, hein, c'est pas, je vise pas un élu en particulier, hein, il y a quelques pénibles. On a des élus qui, de toute façon, essayent de singer ce qui se fait ailleurs, ne cherchent pas à travailler sur les spécificités locales. Tu veux dire des élus qui voudraient une FNAC, comme dans les grandes villes. Voilà, une FNAC, oui, c'est ça. Ouais. Ça, c'est pas mal, au fait, la FNAC qui se retrouve au 5e sous-sol des nouvelles galeries. Bah écoute, ça fait sérieux. Alors, semble-t-il, on a un tiers-lieu qui doit se créer au Bas-Vernay. J'ai appris ça ce matin, je sais pas. Un tiers-lieu qui se moque du tiers comme du quart, c'est ça? Voilà. Qu'est-ce que vous appelez un tiers-lieu déjà? Ouais, bah ça je ne sais pas, j'ai pas demandé, mais. C'est un tiers-lieu, en général, c'est un truc plutôt associatif. C'est associatif, technique, mais là. Citoyen. Là, je pense que ce sera sans doute un lieu. Oui, alors déjà, c'est un lieu, c'est déjà pas mal. Voilà. Hein, parce que l'utopie, c'est un non-lieu, hein, au sens latin de la technique du terme. Après, il y aura peut-être un tiers qui ira. Ouais, voilà. On verra. Mais de la même manière, on va avoir une labellisation Microfolie à la médiathèque. Alors, c'est quoi Microfolie, quoi? C'est la nouvelle labellisation. Parce que nous, on est plutôt Maxifolie d'habitude. Ouais. Bah, c'est la nouvelle labellisation culturelle du moment qui doit. Ça, des labels, ils en ont, quoi. Ah, mais tu rentres dans la ville, t'as des tas de panneaux. Mais c'est un peu. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a ce besoin d'une reconnaissance. Parce il y avait eu le cas d'un label comme ça en 2016 qui était sorti de l'État. J'ai un trou sur le label exact, bon, je pourrais retrouver. Ouais. L'État avait prévu 20 labellisations, il y a eu 15 candidats. Ouais. Donc tout le monde a été labellisé. On a sur de nombreux labels, on est à 80-90% de labellisation. Ce qui veut dire que si tout le monde a le label, c'est que le label ne veut strictement rien dire. Oui, non mais par exemple, on a le label Ville Fleurie, quoi. Voilà. Ou alors tu as le label UNICEF Ville Amie des Enfants, parce que dans les autres villes qui n'ont pas le label, l'enfant il rentre, il se fait maraver sa gueule, quoi. Bah ouais. Alors ici, les enfants ils arrivent, ils disent oh putain c'est safe, j'y vais, quoi. Bah c'est ça, ouais. Non, on a vraiment. Alors c'est vrai qu'on manque de la. Enfin, alors on a aussi des labels culturels, hein, art et histoire. Ville d'art et histoire. Reviens sur ton Microfolie. Bah le Microfolie là, c'est surtout mélanger de la culture traditionnelle. Ouais, avec des outils. Des outils numériques, c'est-à-dire que au lieu de bêtement d'avoir un beau tableau, d'avoir un beau tableau, une reproduction quelconque posée sur un mur. Regarde, on est en train d'en faire, tu vois. Il voit sur internet un beau tableau qui a dans mon bureau. Voilà, c'est-à-dire c'est des anchois un peu pour ceux qui s'intéressent. Voilà. Non, on va mettre des beaux écrans vidéo qui vont montrer des tableaux aux enfants. Donc ça permet de changer les tableaux périodiquement, mais alors c'est vrai que ça fait partie de tous ces projets qu'on a depuis des décennies où on met parce que quelqu'un a trouvé que c'était une bonne idée, on met quelques dizaines de millions au niveau national là-dessus, ça mange pas de pain, ça fait vivre 2-3 assos qui permettent à un élu d'aller briller le jour de l'inauguration, parce qu'après ils s'en foutent totalement. Mais le bilan à 5 ou 10 ans est généralement catastrophique parce que... mais en général il n'y a pas de bilan parce que c'est un pays où on ne fait pas d'évaluation. Bah, heureusement, sinon, on se rendrait compte qu'on a mis de l'argent comme ça à pertes et profits. Alors, il y a eu, sur le contrat de ville, je te dirais qu'il y a eu une évaluation à mi-parcours, comme ça s'appelle, qui est catastrophique. Ouais, d'accord. Voilà. Le contrat de ville de ton cher ami Olivier Amiel a un bilan catastrophique après 3 ans de gestion. Bon, il est parti, donc il supportera pas le bilan. Ce sera Pujol qui devra le supporter. Mais bon, et alors le bilan a été fait par. Mais il y avait Pierre Para aussi dans l'histoire. Oui, le pauvre Olivier Amiel n'est pas totalement fautif. Il y a eu François Calvé au démarrage aussi. Ça lui fera plaisir. Il a été pas longtemps, enfin il a été 1 an et demi je crois.
C'était dans son projet Terra Nostra, c'est ça? C'était dans ce projet-là. C'était assez projet d'Aglo Terra Nostra. Voilà. Mais il a été surtout référent en tant qu'élu vice-président de Perpignan Méditerranée Métropole. Ouais. Il a été le référent politique de la ville pour Perpignan Méditerranée Métropole jusqu'à ce qu'il soit réélu sénateur et qu'il soit obligé de démissionner. Donc ça fait 1 an et demi, 2 ans. Bon. Sachant que c'était quand même le portage se faisait plutôt par la mairie. Et que, en termes de culture... Ça portait à droite. Ouais. En termes de culture, le bilan du contrat de ville, c'est les démolitions à Saint-Jacques, c'est le théâtre municipal, voilà, et il n'y a pas eu de projet, les budgets culturels sont de quelques dizaines, sur plusieurs millions d'euros, sur plusieurs dizaines de millions d'euros dépensés depuis 2015, on a moins de 100 000 euros pour la culture. Oui. Mais pourquoi faire aussi? Après, je dirais que dans le cadre du contrat de ville, ce que j'ai vu, la culture s'en sort bien parce qu'elle a à peu près le double du budget sécurité. Ah ouais, d'accord. Mais bon, il n'y a pas de problème de sécurité à Perpignan. Hein, non, on vit à Castrigo, on le sait. Voilà, c'est pas... Voilà, je sais pas, des histoires d'agression, on n'en entend pas parler, des histoires de tapage nocturne, on n'entend pas parler, donc il n'y a pas de souci. C'est pas la peine de mettre de l'argent sur la sécurité, on n'est pas là-dessus. Et donc c'est vrai qu'on a vraiment une classe dirigeante à la fois politique, économique et aussi tous les techniciens qui gèrent globalement, hein, c'est pas les techniciens qui notamment la mairie, mais un petit peu aussi au conseil départemental, qui n'ont pas une vision de développement par les axes forts du département. Ils ont plutôt l'idée, c'est de singer ce qui se fait ailleurs, en disant ça marche ailleurs, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas à Perpignan. Parce qu'il n'y a pas de substrat local qui détermine une situation différente. Voilà. C'est comme on nous dit, oui, mais en Allemagne, alors comme dirait Jean-Marc Pujol, les Allemands sont excessifs. Oui, en tout. En tout. Et il a dit aussi sur le même canapé, Louis sur son nom, que les conditions de travail mauvaises en Allemagne, c'était une légende. Voilà. Mais revenons à nos moutons. Voilà. Ah bah... Alors après, il lit des livres, par contre, Jean-Marc Pujol. Bah oui, c'est bien. On ne sait pas lesquels, mais... Moi, je lis des panneaux. Ouais. Quand je serai grand, je passerai au livre. Donc, enfin, à titre, donc, pour revenir à la situation de Philippe Poisse, Ah oui, parce que voilà. Tu démissionnes parce que tu t'engages en politique. Alors, ça, c'est la deuxième. Donc, la première raison, c'est, vu l'importance du travail de l'ASPAR, vu ce qu'il faut admettre... mon manque de compétences pour être président d'une telle structure. Ouais. Bon, voilà, il faut aussi de temps en temps être lucide. Et, voilà, je suis pas comme d'autres là-dessus. Et quand même. Je préférerais que Philippe Assens soit à ta place parce qu'il a plus de légitimité. S'il paye sa cotisation, hein. T'es en retard, gars. Je suis toujours trésorier, par contre. Je lâche pas la trésorerie avant le 31 décembre. Paye ta cotisation. Non, voilà, ça. Et après, le fait que je travaille dans le milieu associatif sur différentes choses, j'ai fait du retour à l'emploi, du développement économique, j'ai fait de l'accessibilité avec notamment de l'analyse de permis de construire pendant 2 ans et demi au sein de l'association des Paralysés de France, où j'étais en contact avec pas mal de collectivités territoriales. Je suis dans le mouvement climat depuis 2013-2014. Là-dessus. Moi, j'arrive, c'est un constat que j'avais déjà fait depuis 2018, quand j'ai commencé à travailler sur la création de Nous Perpignan, où j'étais peut-être plus une petite main qu'autre chose. J'aime bien le rôle de seeker. J'aime bien l'idée qu'on me voit comme un seeker. Ouais, ça c'est le costume. Non, puis il y a des gens, j'aime bien qu'on dise que je suis le petit toutou de certaines personnes, parce que après on est obligé de dire que les personnes en question, leur chien préféré c'est le pitbull. Ouais, d'accord. Voilà. Ouais. Et donc là, je m'aperçois qu'il y a clairement une limite au combat militant associatif. Et qu'à un moment donné, on peut pas tirer, alors déjà. Ouais, ça dépend. Ça dépend il se passe des choses ici. Enfin bon, c'est privé.
Mais donc il y a une vraie limite au combat associatif et qu'à un moment donné, oui, ça m'est arrivé une fois d'aller engueuler une secrétaire d'État lorsqu'il a valu quelques coups de fil furibard des gens avec qui je travaille. Il faut pas engueuler les secrétaires d'État. Non, les secrétaires et d'État encore moins. Ouais. Voilà. Et donc là, je parle de l'idée que donc tu crois à la démocratie de ton Je crois à la démocratie. Comme certains croient à leur justice de leur pays. Voilà. Et tu crois qu'on peut faire quelque chose en se présentant, voire même quand on est élu. C'est dire jusqu'à quel point tu crois, tu vois. Même dire que t'as la foi. Ouais, ouais, depuis que j'ai arrêté l'alcool et que j'ai baissé le sucre et le chocolat, c'est vrai que le foie va mieux. Non, mais clairement, c'est-à-dire qu'on a déjà moyen, en faisant une campagne, si on la fait intelligemment, et je pense que, vu que moi je pars avec l'alternative, on va faire une campagne. Donc l'alternative, c'est nous, Perpignan, qui s'est réunis avec les communistes, le NPA, la France Insoumise, Génération, des Gilets. C'est Hamon, hein, parce que... Voilà, Génération. Ouais, alors... Avoir choisi le titre d'une chanson de Mylène Farmer qui, dans son complétude, était Génération désenchantée, tous les idéaux des mots, etc. Enfin bon, moi je me serais méfié, mais bon, passons. Non, mais les filles sont sympas. Voilà, c'est animé avec quelqu'un de très sympa. Donc, on a ça, on a un peu de quelques personnes du milieu catalaniste aussi. Ouais. Et malgré ce que disent certains concurrents. Ouais. Et néanmoins pas franchement amis. Ouais, à titre personnel, c'est pas des amis. Moi je vois, est-ce que tu parlerais des Verts, par exemple? Oui. Et toi, tu reprendrais pas le slogan de Saint-Étienne Football, qui c'est les plus forts, évidemment, c'est les Verts. Alors, tu sais ce que désignaient les Verts dans la Rome antique? Non, là, ça m'a échappé. Oui, c'était il faudrait que je retrouve la citation dans l'auteur latin. Ouais. C'était l'écurie des courses de chevaux appartenant à la plèbe. Ah, d'accord. Moi, je trouve ça plutôt sympa, je suis gauche, mais... un auteur latin avait expliqué que tu connaissais les résultats des Verts au bruit de Rome. Ah, d'accord. Les nuits de silence, c'est que les Verts avaient perdu. D'accord. Voilà. Donc, mais je pense pas que les gens aujourd'hui qui partent à Perpignan soient très non, ce ne sont pas des latinistes. Voilà. Mais eux, ils ont aussi, pour revenir, c'est qu'aujourd'hui, il y a des discussions, notamment avec Place Publique. Ouais. J'ai eu l'occasion de rencontrer. Alors, Place Publique. Alors, c'était le petit mouvement. C'est le fils de l'autre. Ouais, c'est un peu. Glucksmann Raphaël. Voilà, alors qui a servi de cache-sexe aux socialistes, aux européennes. Bon, ça leur a fait avoir quelques élus, donc tant mieux pour eux. J'ai rencontré à 3-4 reprises depuis un an et demi, depuis qu'ils se sont lancés localement, les responsables locaux, qui sont des gens de qualité. Ouais. Voilà. Eux, du fait. Qualité, c'est une ville. Ah non, c'est des gens de Perpignan de qualité. Ah mon Dieu. Ouais. Après, ils sont peut-être pas originaires de Perpignan. J'ai pas demandé les détails. On n'est pas c'est des gens sympathiques, mais on n'est pas des amis ou des intimes là-dessus. Les discussions que j'ai eues aussi me font penser que, grosso modo, j'ai eu une discussion très rapide sur le pacte pour la transition. Que portera l'alternative? La question se pose pas. Eux, je pense qu'ils sont intéressés par le porter aussi. Ouais. On n'a pas formalisé le truc. Alors, et on a des discussions avec eux parce que, comme ce sont des gens de qualité, ils ont quand même compris. Il n'y a pas que des insultes, dire. Hein? Il n'y a pas que des insultes quand ils ne sont pas d'accord. Non, ils débattent, ils sont démocrates. Ils sont peut-être comme moi, ils ont foi en la démocratie. Comme ça, la démocratie populaire, pas la démocratie populaire justement. Ouais, moi j'aime bien, je suis pro-chinois. Voilà. Dans la démocratie directe et voilà, le fait d'aller. Et je suis pas convaincu qu'ils aient une grosse envie de faire campagne avec les apparatchiks d'Europe Écologie Les Verts et surtout du PS. Ouais. Vu que le PS est là pour défendre. Le PS considère que la ville est perdue. Mais ça fait des années qu'ils présentent. Alors la dernière fois, c'était vraiment absolument patent. Il faut une liste de rassemblement où ils poussent tous les gens à rentrer dedans et mettre Cresta qui dit en fait on veut pas gagner. Alors maintenant il est parti chez Romain Gros. Chez Romain Gros, oui. Socialiste. Ouais. C'est un socialiste qui s'assume, il est à droite. Voilà. Mais là, c'est vrai que là, honnêtement, le PS
ils ont abandonné la ville, et je pense, finalement, je me demande même si... C'est un service qui rendent, ouais, dit en passant. C'est pas forcément plus mal. Après, merci. Tout ce qu'ils veulent, c'est de toute manière, on se rend bien compte. Parce que justement, comme moi je travaille depuis des années avec des assos et des structures, enfin, au niveau départemental, j'ai des retours sur des communes socialistes. Oui, clairement, ils ont une forme d'arrangement avec La République En Marche. Oui, parce qu'au deuxième tour, ils vont voter Rodalco. Oui, de toute façon, oui. Alors, en disant que c'est pour faire face à l'hydre fasciste, quoi. J'attends que quand même celui qui reste mon meilleur ami au monde annonce qu'il faudra soutenir Romain Gros au second tour. Ton meilleur ami, Philippe Assens ? Paye ta cotisation. Ah, voilà. Un autre mot. Ouais. Et voilà. Non, c'est clair. De toute façon, les gens... Langevin prépare sa réélection pour la troisième vice-présidence de la région. Donc tout ce qui nous intéresse, c'est d'être relativement fort au premier tour pour négocier en force avec... Voilà, c'est ça, faire monter leur cote de cheval pour faire monter les paris à Londres, quoi. Voilà, c'est tout. Il faut être placé, c'est pas être premier. Ouais, comme dirait Jean-Vincent, il faut être placé. Voilà, ouais. C'est vers ça, on connaît. Non, mais c'est assez pathétique parce que moi, je trouve que dans lors des marches, moi, ma vision du monde, c'est que, Dieu est mort. Pour le diable, tu l'as pas inventé. Dit avant toi. Non, par contre, pour le diable, j'ai moins de certitude. Voilà. Ouais, parce que vu comme il a l'air d'être, il a l'air. Autant Dieu, on peut avoir des soupçons quant à sa mort, autant le diable, on voit que j'y crois pas, mais quand même, il y a plus de témoignages, quoi. Voilà. Et donc à partir de là, oui, notre univers ne fait pas sens. Donc, soit on plonge dans l'absurde, soit on fait ce que je pense faire, peut-être de façon très grossière et pataude. Pataude, voilà. Je reste qui je suis quand même. Je m'assume. Soit on se révolte, quoi. Je reprends un peu ce que dit Camus, quoi. Oui. Et là, clairement. Moi, ce que je vois sur la campagne que fait Énergie et que va faire Énergie Perpignan, on est dans. Alors, Énergie Perpignan, c'est pas des vendeurs d'électricité, pas Engie. Alors après, c'est la liste dirigée par Madame Langevin. C'est la liste. J'aime les éoliennes et les ports pétroliers à part la nouvelle. Voilà. C'est parce qu'on a quand même un gros bilan. En conseil régional sur l'énergie renouvelable au niveau régional. Il y a eu un gros travail avec des gros investissements, pas toujours très cohérents, mais bon, voilà, on fera ça l'an prochain, le bilan les élections c'est en 2021. Les vrais, je veux dire. Les élections sérieuses. Hein. Non, ça n'a aucune forme de sens. Ils ont à la fois ils plongent dans l'absurde, où on vient nous déclarer on va battre le FN, le Rassemblement National dès le premier tour, ce qui est juste à mourir de rire. Non, mais moi je dis ils ont le droit de le dire. Hein. Ils ont le droit de le dire, mais à un moment donné, je crois, et à côté de ça, il y a aussi c'est de la bêtise, c'est de la perte de sens, c'est de la bêtise systémique. Non, mais si tu n'as pas de programme, tu dis que tu veux battre le FN et que tu te présentes face au FN parce qu'il faut bien qu'il y ait un champion face au FN. Le problème, c'est qu'ils font l'inverse, c'est-à-dire ils n'ont pas de programme. Parce que par perte de sens, pour la simple et bonne raison qu'ils se sont arc-boutés sur un ennemi imaginaire. L'ennemi, c'est pas Louis Alliot. Oui. Louis Alliot est un symptôme de la maladie, c'est pas la maladie. Que ce soit lui, ou même à la limite, on nous aurait mis Pierre Sergent. Dont on a failli avoir Alors Pierre Sergent, que tu as bien connu, que j'ai bien connu puisque j'étais dans les parts avec lui déjà et j'ai sauté sur Colvézi, donc ça n'a rien à voir. Pierre Sergent, qui est un ancien militaire, qui a été la pointe du FN, qui a failli gagner la nuit, qui avait fait 30% à l'époque. Alors c'était dans les années 80. C'était dans les années 80 quand j'étais gamin, Et on a failli à Perpignan. À Perpignan. Et on a failli avoir une rue Pierre Sergent. Voilà. Et l'autre, j'ai oublié le nom de. Voilà, c'est quand même. Alors c'est quand même marrant d'avoir des gens issus du RPR qui sont prêts à voter une rue Pierre Sergent quand on sait qu'il a été condamné à mort pour tentative d'assassinat contre le général de Gaulle. Voilà. Enfin bref. Mais non, c'est Louis Alliot ou n'importe quel autre candidat de la même famille politique que lui, que ce soit droite extrême, extrême droite ou ce qu'on veut. Ça ne change strictement rien à la situation. On a une problématique à la résidence des oiseaux qu'on a construite toute pièce par absence de volonté. Le trafic. On a totalement laissé s'effondrer l'économie du département
Et aujourd'hui, il suffit de prendre les chiffres de l'INSEE, 30%, je dis bien 30%, un tiers de l'activité économique dans le département, c'est de l'économie souterraine. Et on a laissé faire ça pendant des dizaines d'années. C'est pas parce qu'il y a des tunnels. Voilà, on n'a pas tant que ça. On a des très modernes, mais pas. Non, on a laissé la ville avec une indifférence générale. On a laissé voir la réunion que j'évoque souvent au sortir des émeutes de 2005. Ouais. Où tu avais la préfecture, les pompiers, je ne vais pas tous les nommer, et à la fin ils ont conclu, j'ai toujours l'enregistrement, bon ben on va rien faire parce que c'est trop compliqué, jusqu'à la prochaine. On ne parle pas d'élection, on parle d'émeute. Hein. Alors, on a fait y en avoir une quand même en 2018, hein, c'est pas passé loin avec les Gitans, sur Saint-Jacques. Mais ils ont préféré descendre sur la préfecture. Le problème qu'on a dans ce département, pour l'avoir vécu à titre personnel et à connaître pas mal de gens qui finalement le vivent, c'est que la classe moyenne a disparu et que donc on est face à une population très pauvre qui ne bouge que de façon violente une fois tous les 10 ou 15 ans. Oui, voilà. Et la classe moyenne supérieure et la classe et la vraie bourgeoisie. C'est-à-dire que on a une sorte, je dirais que la classe moyenne supérieure, je parle ça à la petite bourgeoisie, quoi. Ouais. Grosso modo, vers qui j'ai un mépris profond, parce que j'estime appartenir à la bourgeoisie-phobie. Non, j'estime venir du fait de mon passé familial. T'as un traître à ta classe, tu veux dire. Non, je suis plutôt issu de la moyenne bourgeoisie. Ah ouais, t'es un impostat. Voilà, mais je suis né à la PHP parce que mes parents y travaillaient, mais j'ai grandi passé ma première année dans un château royal, monsieur. C'est très bien. Je suis né j'ai grandi là où est né l'État français. Ah. En Picardie, fait chier. Moi aussi. J'ai failli être Picard. Ouais, je crois que pour les élections à Amiens, ça y est, c'est fini. Ouais. Là, non, clairement, on a, et c'est ce que je vois quand je vois en discutant avec des responsables associatifs, des responsables économiques qui ont une vision de responsabilité sociétale, des gens que j'ai rencontrés depuis plus de 10 ou 15 ans. J'ai quand même rencontré j'ai rencontré des gens de l'UPE 66 ou de la FNAIM il y a une dizaine d'années qui avaient une vision sociale des choses. Ils sont pas nombreux. Ils sont pas nombreux. Moi. Honnêtement, je trouve qu'à l'époque où à l'époque où c'était Alain Daoust qui gérait l'UPE 66, ça se passait mieux. C'est pas que les gens actuels soient mauvais, mais bon. Mais c'est devenu... ça a eu payé, quoi. Ouais. Mais clairement, on a toute la classe dirigeante, cette moyenne bourgeoisie, petite et moyenne bourgeoisie, qui va se faire bouffer dans les 10 à 15 ans à venir, parce que le déclassement social attend quasiment tout le monde. Oui, le talent de fer que dénonçait Jack London dans le roman éponyme Le talent de fer, où tu as un syndicaliste qui sort avec une meuf de la moyenne bourgeoisie et qui les réunit, qui leur dit « Non mais attendez, moi je suis ouvrier, on est en train de se faire écraser, mais les prochains c'est vous. » Voilà, c'est exactement ça, et ils s'en rendent pas compte, parce que, bon, il y a la cuisson de la grenouille. Ouais, c'est exactement ça. Ils sont encore au tiède, donc ça se passe bien. Ouais, ils se plaignent pas, l'eau est bonne, et puis ils ont toujours pas compris pourquoi ils nagent entourés de rondelles de carottes et de bouts de persil. Il faudra un jour Non, il y a vraiment cet effondrement avec les modifications des types d'entreprises. La mairie a fait venir Computa Center, c'est 100 ou 150 emplois. Mais c'est des contrats 150 emplois précaires de 1 an. Par rapport à tout ce qui a été perdu autour. Voilà, ou tout ce qui a été perdu. Ou, on va pas faire le bilan de ceux qui sont plus là, mais je fais partie des gens. On dit pas de mal des morts. Non, il y en a un qui est encore en vie, a priori. Mais l'affaire Xara, au début des années 2000, ça pourrait recommencer aujourd'hui. Enfin, on le voit. Moi, je m'inquiète pas sur les 25 000 camions de Rungis. On les aura pas. On les aura pas parce que les entreprises vont se déplacer, elles peuvent être mobiles. Elles partiront. Les camions partiront pas de Perpignan, t'es pas inquiet pour. Non, ils partiront d'ailleurs. Ils partiront de Barcelone. Voire il y aura peut-être même des trains depuis Barcelone. Voilà. Barcelone, il y a des histoires aussi plus au sud de Barcelone. En fait, Valencia. Mais il faut comprendre que le port de Barcelone et les entreprises qui le tiennent, c'est toute la côte méditerranéenne de l'Espagne. Il faut bien comprendre que
sont des trucs Il y a gigantesques. une concentration verticale, comme on dit en économie. Et non, moi donc je m'inquiète pas là-dessus. Saint-Charles va disparaître. Le chiffre d'affaires ne progresse plus de façon réelle, c'est depuis une dizaine d'années. Parce que bon, c'est vrai que les embargos sur la Russie, ça fait du mal. Oui, c'est ballot. Ouais. Alors, tirer une balle dans le pied pour faire plaisir aux Américains. Ouais. Maintenant, ils produisent leur propre porc, leurs propres légumes et leur propre fromage. Voilà. Et surtout qu'ils ont fait venir, de façon assez intelligente, des chefs d'entreprise français, entre autres, d'Europe de l'Ouest, pour mettre en place les filières en place. Donc ils sont venus récupérer les gens compétents. Mais ce qu'avaient fait les Chinois, ça c'était dans les années 80, où on commence à faire venir des métiers à tisser, des chefs d'entreprise dans la tisserie, qui reproduisent. Et c'est pour ça que le Nord a perdu ses filières. Voilà. Quoi. Et ici, on a de toute façon... on perd clairement, on perd les gens compétents dans le département, les jeunes. Il faut savoir quand même que la tranche d'âge des 20-40 ans, il faut regarder les chiffres exacts, en valeur absolue, stagne. C'est-à-dire que quand on regarde les chiffres, ça veut dire que le solde migratoire sur les 20-40 ans est négatif dans un département qui prend 4 à 5 000 habitants par an. Oui, on récupère des vieux, quoi. Non, on récupère aussi des moins de 20 ans, ah oui, qui ne restent pas. Voir le documentaire de l'excellent Bertrand Schmitt, un aller simple pour Perpignan. Voilà. Et c'est donc c'est vraiment donc tant que la classe dirigeante au sens large, économique, culturel, politique, technique, s'en sort, il se passera rien. Donc vraiment l'idée de faire campagne, c'est aussi à un moment donné mettre un certain nombre de sujets difficiles sur la table et forcer ceux d'en face aussi à en parler. Et en parler de façon un peu technique. Moi, j'aimerais bien... parce que des discours abscons, par exemple, moi j'ai eu le maire qui m'a dit oui, je suis pour l'initiative privée, parce que le public, il n'a rien dit. Il a rien dit. Il aurait dû faire footballeur parce que dans le genre dribble, il est pas mal. Ouais. Mais tous les autres, c'est pareil. Oui, mais Dieu merci. Ouais, non, il y a. Bon, alors, après, certains ont des discours. Il faudrait pas qu'on ait une chance quand même. Ouais. Clairement, là, on doit. C'est pas forcément développer des discours techniques ou des choses comme ça, mais c'est à un moment donné se rendre compte que quand on met de l'argent quelque part sur des projets, ça serait bien. Qu'on ait des indicateurs qui nous permettent de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Alors toi, tu parles d'un concept économique qui s'appelle le retour sur investissement. Voilà. C'est pas mal. Ça nous échappe un peu aussi. Ça échappe. Parce que, par exemple, Pujol se vante de tous les dispositifs d'État pour la lutte contre la pauvreté. Sauf que si on a ces dispositifs d'État à Perpignan, oui, c'est parce qu'on est pauvre. Comme disait Brest-Easton Ellis, on est moins que zéro, quoi. Ouais. On est Perpignan est l'une des 2 ou 3 villes, enfin l'une des 2 villes avec Roubaix, je crois, les plus pauvres de France. Voilà. Plus pauvres que même dans les dom-toms où ils ont d'autres difficultés du fait de... ils sont dans des îles, ça se la Guyane, on le rappelle au président. Oui. Mais même dans certains coins dans les dom-toms, ça se passe un peu mieux. Pas non plus... C'est dire à quel point on en est. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut aller... on est plus bas que la Corse. Qui est une île. Qui est une île aussi. Alors, les Pyrénées-Orientales ne sont pas une île. On le rappelle à nos chers téléspectateurs aussi. Voilà, pour ceux qui ne sont pas bons en géographie. Non, donc c'est à un moment donné, il faudrait peut-être faire le bilan que la ville va mal et qu'il y a des gens qui gèrent cette ville, que ce soit des politiques, des techniciens, ils travaillent avec un certain nombre de partenaires. Et que ça serait à un moment donné, il va peut-être falloir faire ces bilans. Et donc moi l'idée d'être en campagne, c'est être élu, je m'en fous complètement. Oui, mais tu mets sur le tapis des débats. Voilà. Alors il y a un truc qui tue aussi notre département, c'est l'absence de débat. Alors moi je trouve que la presse locale fait pas son boulot. Elle fait très bien son boulot. Je suis désolé, la presse fait excellemment son boulot. Ouais. Mis à part le fait qu'à chaque fois que je parle à un journaliste, il ne me cite pas dans les articles, donc c'est un peu gênant. J'ai un ego surdimensionné. Je suis niveau championnat interdépartemental. Non, la presse ferait très bien et tu comptes bien progresser. Ah ouais.
Bah, il faut admettre, j'ai passé 40 ans, faut arrêter de... Je veux dire, les petites frappes de région, tout ça, non, c'est fini, il faut que je passe à l'international. Voilà, mais reprends. Voilà. Donc la presse fait très très bien son boulot. Ce que tu ne comprends pas, c'est que son boulot, c'est de faire en sorte que rien ne se passe. Oui, oui. Voilà, ils sont pourquoi est-ce que une liste menée par une personne seule, qui n'est pas encore investie par son parti, Langevin sera investi le 12 novembre, par une réunion massive des 15 militants Europe Écologie Les Verts de Perpignan. Voilà. Pourquoi on nous dit que c'est la liste d'union de la gauche? Bah parce qu'on te le dit. Voilà. L'idée est de toute façon très claire. Alors, les journalistes, c'est même pas... c'est pareil, on est dans de la bêtise systémique là aussi. On a pris des gens en faisant attention à ce qu'ils ne soient pas capables d'apporter en tant que journaliste un discours divergent. C'est pas qu'ils soient idiots ou quoi que ce soit, c'est juste que c'est pas forcément dans leur vision du monde, et ainsi de suite. Donc ils font des articles qui correspondent à la ligne du patron, ce brave monsieur Bailey. Ah oui, mais c'est qui ne paga man, comme on dit voilà. En catalan, qui paye man. Voilà. Et donc ils font ça, et ils le font très bien. La particularité, c'est qu'il n'y a jamais de dossier sur la longueur. C'est-à-dire on prend un sujet un moment, et on le regarde 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans après. Ça, c'est typique de la France. Enfin, c'est très fréquent. Il n'y a pas un suivi. Il n'y a pas ce suivi. Et il n'y a pas de recontextualisation sur des années. Il y a un côté religion révélée. Ça tombe comme ça. Il y a un mort. On sait pas pourquoi. Enfin, si hypothermie. Oui, mais comment ça se fait ? On va nous dire un bâtiment s'est effondré à Saint-Jacques. Ok, très bien. On va pas nous dire qu'il y avait un procès contre le propriétaire qui a fait des travaux plusieurs années avant, illégaux et fait n'importe comment, et qui ont fragilisé le bâtiment. Voilà, l'île aux Puig, c'est ça. C'est un propriétaire qui a fait une surélévation du bâtiment avec des matériaux un peu trop lourds. Ça a fragilisé le bâtiment. Parce que déjà, il faut rappeler que sur Saint-Jacques, on ne peut pas faire de fondation parce que c'est du sable, et donc pas plus de 2 étages, sinon on arrive à On arrive à ça, sauf que on peut se poser la question de pourquoi la mairie n'est pas en mesure de gérer ces problèmes-là. Parce qu'il faut se rendre compte que les plans de rénovation urbaine à Perpignan, il y en a eu, ça fait près de 50, c'est Chaban-Delmas qui a mis ça en place, qui était Premier ministre. Moi, je l'ai connu dans la Résistance, donc c'est te dire. Et je veux dire, on a né là, le NPNRU, le N, ça veut dire nouveau programme national de rénovation urbaine. On en a déjà eu un il y a 15 ans. La place Martial Homme, c'est la petite horreur en centre-ville, c'était déjà un programme de rénovation urbaine. Le bâtiment où il y avait le poste de police, place Cassel, c'était qui a 25 ans. L'immeuble Bétrieux, tu veux dire ? Voilà, l'immeuble Bétrieux qui doit être rasé parce que on ne peut pas... Parce qu'il a du poil, voilà. Non, il doit être rasé parce qu'on ne peut pas gérer le problématique de sécurité liée au trafic de drogue, dans cet immeuble. Il y a le supermarché du drogue. Voilà, donc on rase et on assainit. On assainit la ville en rasant. Voilà, mais on va déplacer... C'était déjà un financement rénovation urbaine. Donc pourquoi depuis au moins 30 ans qu'on a ces budgets de rénovation urbaine, on n'y arrive pas? Oui, c'est même pas une question de budget, c'est si tu mets de l'eau dans le sable, ça sert à rien. Surtout au soleil. Voilà, il faut pailler. Voilà, donc si aujourd'hui on n'y arrive pas, alors oui, on va nous répondre c'est compliqué. Moi, je répondrais, t'as pas été élu juste pour les cérémonies, les trucs simples. Oui, non, mais à chaque fois, tu sais, en fait, moi, je voulais être élu, mais je voulais pas de problème. Fallait pas être élu, connard. Voilà, c'est ça le truc. Je pense que répondre, c'est compliqué, ça prend du temps. C'est non, si c'est compliqué, c'est que tu n'es pas compétent. Et si tu n'es pas compétent, tu t'en vas. Oui. Il n'y a pas de honte à pas être compétent. Oui, mais il y a toute une société qui va basculer à ce compte-là, si on se réfère à ces critères-là, la compétence. Moi, alors c'est peut-être... elle va basculer de toute manière dans le néant, mais... Alors c'est peut-être un tropisme de droite, parce que c'est vrai que j'ai des moments, j'ai des trucs je peux être très à droite quand je veux, et je veux souvent, mais je suis pour la méritocratie, très clairement. Ce sont les gens compétents qui doivent diriger. Oui. C'est aussi pour ça. Mais c'est quoi la compétence? Je réponds à la Macron, parce qu'après tout on est d'Amiens tous les deux. C'est quand on lui dit oui, les gilets jaunes c'est le peuple. Mais quel peuple? Mais quelle compétence?
Non, mais une anecdote, je sais pas si elle est amusante, mais on le saura à la fin. J'ai travaillé donc à l'APF sur un permis de construire pour un logement collectif, logement social, avec un bailleur public qui a priori est passé République en marche récemment, d'après les photos. Bâtiment, donc le rez-de-chaussée était aménagé pour des personnes en fauteuil roulant. Oui, jusque-là. C'était pas prédéfini, c'est-à-dire qu'ils pouvaient mettre au rez-de-chaussée soit des personnes en fauteuil roulant s'ils avaient une demande, soit d'autres familles sans handicap, voilà. Des cavaliers, mais tout ça, techniquement, ils avaient fait tous les aménagements, tout était pensé par rapport au handicap moteur. Pour une fois, d'ailleurs, ils avaient respecté la loi et les cadres techniques. C'est pas tous les jours dimanche. Voilà, sauf que c'était construit en zone inondable. Ah, dommage. Voilà. Et donc c'est un bâtiment collectif avec un étage, un étage, oui, je crois, de mémoire. Ouais. Enfin, au moins un étage. Donc l'APF, qui était sollicité par la préfecture, partenaire de la préfecture sur l'analyse des permis de construire, c'est dans ce cadre-là que j'intervenais, a donné un avis négatif au motif que risque d'inondation avec des personnes en fauteuil roulant, c'est quand même très compliqué. Le technicien qui travaillait, qui gérait le dossier, nous a sobrement répondu: il n'y a pas de raison de s'inquiéter en termes de sécurité des personnes, parce que les gens qui habitent au rez-de-chaussée pourront toujours monter à l'étage refuge. Évidemment, on a dû lui expliquer que quand on est en fauteuil roulant, les escaliers, c'est compliqué. Donc voilà, moi je pense que ce qui caractérise le manque, l'élément fort qui caractérise le manque de compétences de nombreux techniciens à la mairie, mais aussi un petit peu au conseil départemental et peut-être au conseil régional. Tout le monde, voilà, surtout en zone inondable. Voilà, mais pas qu'à la mairie de Perpignan, dans quand même beaucoup de communes. Oui, c'est une tradition, donc voilà, je ne pas. Ce serait intéressant. Je vous invite à regarder les photos des gens dans les écoles maternelles d'il y a 30 ans et de regarder les photos des personnels des mairies aujourd'hui. Ouais. Voilà, parfois c'est curieux. Non, ce qui les caractérise, c'est l'incompréhension des problématiques, franchement, et cette incapacité à voir que les problématiques sont liées. C'est-à-dire l'accessibilité et la sécurité, et je tiens juste a priori, personne pour l'instant ne parle de handicap de façon sérieuse dans la campagne. Je suis peut-être techniquement le premier à mettre ça sur la table, parce que Perpignan n'est pas une ville accessible. Perpignan n'est pas ce que dans le milieu du handicap, je reprendrai le vocabulaire de l'APF. C'était plus simple pour un handicapé de débarquer en Normandie le 6 juin que de circuler. Perpignan n'est pas une ville inclusive, voilà, et Perpignan doit le devenir, pour la simple et bonne raison que le handicap, déjà, directement et indirectement, touche 20% de la population. Et puis il n'y a pas que les handicapés, il y a les vieux, et les femmes en poussette. Les malades, les blessés aussi. Enfin, voilà, si tu te casses la jambe, c'est dur de prendre le bus. Voilà. Donc, clairement, aujourd'hui, on a des techniciens qui ont été, pour des raisons évidentes, parce qu'il ne faut pas que le technicien dise quelque chose qui déplaît à l'élu. Donc, on a pris des techniciens ultra spécialisés, très sectoriels, et qui, lorsque on met le problème à côté, et genre, tu construis un bâtiment, tu n'as pas que juste la problématique de comment faire que le bâtiment ne s'effondre pas sur lui-même. Tu as aussi une énorme problématique, par exemple, de maîtrise d'usage. Aujourd'hui, il n'y a aucune forme de réflexion de la maîtrise d'usage de la ville. C'est-à-dire qu'on ne pense pas comment les gens vivent dans la ville. Comment vivent, travaillent et potentiellement naissent et meurent. Donc c'est vraiment... mais c'est un rapport au mépris social, c'est les autres. Et les autres, si on les croisait au golf, à Marrakech comme nous, ils seraient comme nous. Et du coup, il n'y a pas de problème à Marrakech. Marrakech, c'est une ville très bien gérée. Non. Au dernier comité de pilotage du contrat de ville, Jean-Marc Pujol, en qualité de président de Perpignan Méditerranée Métropole, nous a dit... à propos des discriminations, ce qui est un gros projet avec un forum séminaire la semaine prochaine ou celle d'après organisé par Perpignan sur la discrimination, nous dit de mémoire la phrase c'était les discriminations c'est pas trop chez nous qu'il y en a, et il a cité le Maroc et Marrakech comme un pays et une ville
où les discriminations, c'est une situation qui est terrible. Ouais. On avait déjà eu le cas de problèmes. Il y a ceux qui vivent à la Palmeraie et les autres. Ouais, voilà. Et nous avait déjà aussi expliqué dans un précédent comité de pilotage, là je regrette de ne pas avoir filmé celui-là de comité de pilotage, mais il nous avait expliqué aussi que en plus les fonctionnaires à Marrakech sont malhonnêtes, tu veux un truc tu payes, c'est plus simple. Ouais. Enfin, on a eu le droit. On appelle ça la corruption, je crois, en français. Et je crois que la seule chose qu'il trouve positif à Marrakech, outre sa maison, parce que sinon il n'irait plus, c'est le fait que parce que ça il y tient, je sais qu'il clairement c'est quelque chose qu'il va pouvoir faire, c'est une sorte de permis d'habiter. C'est-à-dire que tu ne peux, alors a priori, je suis pas spécialiste, j'ai pas travaillé la question, mais tu ne peux habiter une partie de Marrakech sans une autorisation de la mairie. Il y a d'autres villes, Moscou fait la même chose, pour des raisons de surpopulation et pour essayer d'envoyer les habitants en périphérie plus dans le centre. Il y a de la place, notamment chez les Tchouches. Donc là, mais de toute façon, on a des élus qui n'aiment pas la ville, ils ont recruté des techniciens qui ne l'aiment pas plus. Qui ne l'aiment pas plus, qui ont souvent un discours aussi agressif vis-à-vis de leurs partenaires. Moi, je me souviens d'un responsable urbanisme qui m'a dit que les défenseurs du handicap sont fous. Oui. Parce que demander un ascenseur dans le Castillet, ça relève de la maladie mentale. Ce à quoi je lui ai répondu, sortez-moi la lettre. Sortez-moi la lettre où on vous l'a demandé. Voilà. Et je m'occupais et sachant qu'il est interdit de faire des travaux d'accessibilité au Castillet, du fait qu'il y a un régime dérogatoire là-dessus. Monument historique. Oui. Voilà. Donc, c'est quand ça leur va, parce que quand il s'agit de détruire un théâtre à l'italienne de 204 ans pour le transformer en amphithéâtre, là, il n'y a pas vraiment besoin d'ascenseur, ils vont t'en mettre un, tu vois. Ouais, ils feront ce qu'ils... Oui, c'est vraiment... non, on a des techniciens qui ont été recrutés pour simplement ne pas faire de vagues. Donc, ce qui les oblige soit à être ultra spécialisés. Et forcément, si ton truc, c'est juste les bordures en béton sur les caniveaux, avant que tu poses une contrainte politique à qui que ce soit, il va falloir tailler loin. Soit, simplement, on a une vitesse de rotation, pour parler français, extrêmement élevée. C'est-à-dire qu'il y a du turnover, comme on dit en portugais, et qu'ils repartent aussi vite qu'ils arrivent. Alors, il y en a certains qui, pour des raisons de cadre de vie, se contentent de changer de service tous les ans. Histoire de ne pas être dépressif. Histoire de... Et après, on a fréquemment des gens qui viennent, qui font 6 mois, 1 an, qui repartent. Alors, paraît-il, de temps en temps, il y en a un qui pique dans la caisse. Non, faut arrêter avec ça. C'est mal et tu peux pas le démontrer, donc tu peux être attaqué en justice, je te le dis. Non, t'as nommé personne, mais tu as des noms non. Alors, la caméra, je te le donne. Voilà, alors on va rappeler, parce que on va mettre un terme à cette passionnante interview, et tu reviendras le cas Mais je te dirais, juste pour terminer vite fait sur la compétence, moi je soutiens, alors étant issu de nous Perpignan politiquement parlant, il faut le rappeler, et après tout le pataquès qu'on a eu ces derniers mois pour nous mettre en ordre de bataille, ça a été plus compliqué qu'il n'y paraissait. Et puis bon, je pense avoir fait mon boulot de sicaire, j'ai encore 2-3 cadavres à la maison. Si quelqu'un avait un grand jardin, ça m'arrangerait. Moi, je soutiens en priorité pour la tête de liste la candidature de Caroline Forgue. Parce que justement, c'est quelqu'un de compétent là-dessus, qui connaît et qui a une vision systémique vraiment de ce qu'est une ville. Et donc là-dessus. Et c'est quelqu'un qui est à l'écoute et qui est capable à la fois, capable d'argumenter ses positions. C'est pas juste dire j'ai raison, vous êtes des cons. Voilà, et c'est aussi quelqu'un qui est capable d'apprendre. J'aimerais bien, ça serait agréable. Enfant, c'était pas le genre à essayer de mettre une étoile à coup de marteau dans la forme carrée, c'est ce que tu essaies de nous le dire. Voilà. Et après, en tant que... ayant travaillé depuis moins de 3 ans avec Jean-Bernard Maton, qu'on salue, à l'ASPAR, que j'ai appris à connaître et que j'apprécie aussi pas mal. C'est aussi quelqu'un qui fera un excellent numéro 2. Alors, on te remercie. Et on rappelle à Philippe Assens qu'il faut juste qu'il paye sa cotise de l'ASPAR. 10 €, tu as mon adresse, tu me l'envoies le chèque, ou tu me files un liquide, je prends aussi.
Merci Philippe Poisse. De rien.